suis Riccardo Petrella et je suis professeur émérite de globalisation de l'Université catholique de Louvain, ainsi que professeur émérite de l'Académie d'architecture de l'Université suisse italienne où j'ai enseigné l'écologie humaine. En ce moment, je préside un institut européen de recherche sur la politique de l'eau ici à Bruxelles qui s'appelle IRP. On a trop prélevé, on a trop abusé de ressources de l'eau, un rythme, on a prélevé un rythme supérieur au taux de renouvellement naturel de l'eau. Vous savez que l'eau se renouvelle, contrairement au pétrole, et il a des rythmes. Si dans un fleuve, sur un fleuve, vous prélevez d'eau à un rythme, en quantité et dans un temps supérieur au rythme naturel de renouvellement de l'eau du fleuve, eh bien vous séchez le fleuve. Et alors c'est clair, étant donné que la demande d'eau pour l'activité agricole surtout, plus de 80% de l'eau prélevée en Afrique, en Amérique latine, en Asie, c'est pour l'agriculture. Et la moyenne est 70% moyenne mondiale. Et puis pour l'activité industrielle, et puis l'augmentation de la population. Donc la pression sur l'utilisation de l'eau ne fait que grandir. Mais l'eau reste la même, ce n'est pas que vous pouvez produire davantage d'eau. Et ça explique pourquoi il y a des conflits. Mais ce ne serait pas suffisant. Il y a des conflits parce que notre société n'a pas une culture de propriété commune de l'eau, ni de partage. Parce que même si la demande grandissait, mais les sociétés avaient une pratique du partage de l'eau. Donc, par exemple, dans un bassin transnational, par exemple le Nil ou bien l'Amazone, ou bien le Colorado, le Rio Grande, etc., si la culture était de dire, ben, l'eau nous appartient ensemble, mettons-nous d'accord pour l'utiliser ensemble. Non, le principe aujourd'hui qui empêche tout cela, c'est d'abord la souveraineté nationale sur les ressources naturelles, alors que les ressources naturelles n'ont pas de frontières. Alors qu'un bassin transnational, l'eau vient d'un pays, elle vit à l'origine de ce pays, au contraire, après utilisée dans un autre pays. Donc, c'est ce principe-là qui est la cause principale des conflits. Non pas que le fait qu'il y a davantage de besoins d'eau de la part des sociétés. C'est l'incapacité de nos sociétés de créer un système de gouvernement commun dans l'esprit de penser que l'eau, puisqu'elle est essentielle pour tout le monde, elle n'est pas simplement essentielle et stratégiquement importante pour l'économie d'un pays, elle est autant pour l'autre et que dans l'autre pays. Et donc il est nécessaire d'avoir une architecture politique qui permette de gouverner ensemble les plus différents pays l'eau qui est commune à tout le monde. Et le deuxième principe qui fait bloquer une utilisation sage, solidaire et correcte de l'eau de par le monde, c'est qu'effectivement l'eau est devenue un élément stratégique pour le développement économique des pays de manière agressive. C'est-à-dire que la croissance économique d'un pays, qui reste toujours le mythe, l'objectif fondamental, dépend de plus en plus de l'eau. Et alors, la compétitivité de l'économie nationale sur les marchés mondiaux, dans le système capitaliste actuel, explique pourquoi les gens ne veulent pas partager. Même s'il y avait une souveraineté, on pourrait accepter de partager. Mais la souveraineté plus la nécessité de la compétitivité pour sa propre survie, sa propre puissance sur le plan mondial, fait que ces deux principes sont les facteurs bloquant une utilisation raisonnable, sobre, juste, solidaire de l'eau de par le monde. Et si on ne modifie pas ces deux principes, alors c'est juste que ceux qui crient et qui disent que ce siècle sera inexorablement le siècle des conflits de l'eau, des guerres de l'eau, risquent hélas d'avoir raison. Mais nous, on peut se battre. Les citoyens n'ont rien à dire sur l'eau.
Vous avez quelque chose à dire parce que vous payez la facture d'eau. Mais vous ne savez pas quels sont les grands principes d'orientation. Vous n'avez jamais été consulté pour dire si vous préférez telle ou telle manière de traiter l'eau usée, si vous préférez qu'on fasse la potabilisation de notre manière, si vous ne participez pas aux décisions en matière de la politique de l'eau. Donc les citoyens, non, ce sont des sujets consommateurs passifs. Et ça, c'est scandaleux. Parce que je peux à la limite être consommateur passif de la voiture, hein, d'une auto, mais vous ne pouvez pas être un consommateur passif de l'eau qui est essentielle pour la vie. Donc c'est extraordinaire, c'est décalage, c'est hiatus terrible entre l'eau qui est considérée par tous, la vie, condition indispensable pour la vie, et puis il n'y a pas de démocratie. De plus en plus, ce sont les sujets financiers. Pourquoi? Parce que pour investir dans les aqueducs, les maintenir, les entretenir, les développer maintenant, par exemple, les traitements des eaux usées, vous savez que encore en 2007, à Bruxelles, 60% de l'eau usée n'était pas traitée. Elle allait laisser dans les fleuves, dans les nappes ou dans la mer. Et donc, contaminant la nature et le milieu naturel. Bon, on a porté maintenant 100% les traitements des eaux usées. Maintenant, Bruxelles, 100% des eaux usées sont traitées, mais depuis 2007 seulement. Hein. Et bon, ça a coûté 1,5 milliard d'euros créer la nouvelle station d'épuration qui s'appelle la station Nord, d'épuration Nord. Eh bien, 1,5 milliard. Où est-ce que ont trouvé les autorités de la région de Bruxelles, où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Ben, la finance publique. Il dit, ben, loi état belge, je ne peux pas te donner l'argent. La région bruxelloise dit, ben, je n'ai pas beaucoup d'argent. Et je ne veux pas prélever des taxes. Parce que les gens ne veulent plus de taxes. Et depuis 2, 3 décennies, maintenant, on dit qu'il faut toujours diminuer les taxes. Ben, si les taxes diminuent, les recettes publiques diminuent, et alors c'est quoi? Ben, la région de Bruxelles a dû s'endetter auprès du capital privé. Cet endettement auprès des capitaux privés fait que ce sont les détenteurs de capitaux qui dictent les conditions. Et en particulier, par exemple, le jeu financier, c'est qu'une ville qui s'est endettée, s'il y a besoin après, parce que après il aura besoin dans d'autres domaines, va demander encore des prêts, les marchés des capitaux va dire, ah tiens, mais tu es bien toi, tu exerces bien, tu as de l'argent, alors je peux te prêter l'argent à 3%. Mais si les sociétés de notation, de rating, disent, mais cette ville-là n'est pas tellement solvable, ben, ils vont leur donner les prêts, alors non plus à 3%, à 7%. Et c'est comme ça que le pouvoir public devient prisonnier des marchés financiers. Parce que tu as besoin la prochaine fois, eh bien alors comporte-toi, fais rentabiliser l'argent, parce que comme ça tu es très solvable pour nous. Quand on parle de nécessité d'une vision mondiale de l'eau, d'une politique mondiale de l'eau, et donc d'une autorité politique mondiale de l'eau, nous venons de présenter à Porto Alegre un pacte pubblico dell'acqua, pacte public de l'eau, dont un des points essentiels, c'est la création d'une autorité politique mondiale de l'eau, avec un conseil de sécurité hydrique mondial et avec un tribunal mondial de l'eau. Ce n'est pas pour dire que la gestion du bassin du Nil ou la gestion de la Meuse, ici en Belgique, en Europe, doivent être faites par un arropage de commissaires mondiaux à travers une assemblée mondiale, etc. Non, il est évident que la Meuse doit être gérée localement par les gens qui sont directement concernés.
la politique mondiale de l'eau signifie qu'avoir des principes fondateurs qui valent pour tout le monde. La politique mondiale signifie la fixation de principes de base qu'aucun pays, aussi puissant qu'il soit, comme la Chine ou les États-Unis ou la Russie ou l'Europe, ne peut ne pas respecter. Donc c'est un principe, ça c'est la politique, c'est de dire l'eau est un bien commun public mondial. Et ça, le droit à l'eau, c'est pour tout le monde, c'est universel. C'est pour cela que nous devons dire que finalement, après tant de batailles, que le 28 juillet 2010, l'Assemblée générale des Nations unies ait approuvé l'idée que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit humain, c'est une victoire remarquable parce que c'est un principe. Bien entendu, on sait très bien que tous les principes qui sont inscrits dans des constitutions, leur destinée, c'est de ne pas être respectés. Mais ce n'est pas parce qu'on ne respecte pas un principe qu'il faut abandonner, on n'est pas affirmé des principes.